Au nord-ouest de Bordeaux, voici le quartier de Luz tel qu'il était en 1955. Nous sommes à 2 pas du jardin public, en plein cœur de la cité, en somme. Voyons ce qu'il en était. Oui, en plein cœur de Bordeaux. Au-delà des hauteurs sur lesquelles la ville fut créée voici 2 millénaires, regardons vers le nord. La zone des marais s'étend jusqu'à la limite de la commune, qui est bordée par une rivière dont l'humeur fantasque fut souvent cause d'inondations, la Jalles de Blanquefort. Traçons du côté ville une courbe correspondant à la limite des hautes marées. Toute la zone intermédiaire était exposée en permanence à l'envahissement des eaux. Les bas-fonds des marais pénétraient jusqu'au voisinage du vieux Bordeaux. Les inondations étaient fréquentes, mais la ville elle-même était protégée, suivant cette ligne, par le talus de la voie ferrée. Et c'est sur cette ligne que fut arrêtée l'inondation de 1952. Il est vrai que toutes les pompes disponibles avaient été mises en batterie pour refouler vers le nord les infiltrations. Mais il n'en reste pas moins que si la ville était défendue des eaux venant des marais, elle ne pouvait se protéger de celles qui s'écoulaient des hauteurs voisines, tout au moins dans le nord de l'agglomération. Le problème de l'assainissement de ce quartier était d'autant plus difficile que le 19e siècle a distribué les maisons un peu au hasard, sans respecter les dangers d'inondation. Ainsi, ne s'agissait-il plus de défendre ces 60 hectares de terrain vague, mais un ensemble de 275 hectares comprenant d'importantes zones habitées. Cette ligne suit la légère croupe qui divise Bordeaux. Les pluies s'écoulent ainsi vers le nord. Comment les évacuer? La nouvelle ligne qui se trace correspond au parcours du dernier collecteur qui pourrait recueillir au passage les eaux menaçant la cuvette de Luz et les écouler, comme le fait une gouttière le long d'un toit, avec une pente suffisante vers la Garonne. Un premier système d'égout interceptait déjà les eaux provenant du sud, mais celles des hauteurs du Bouscat continuaient à s'écouler dans la cuvette. La ligne tracée tout à l'heure fait apparaître cependant qu'une bonne part de ces eaux pourrait être arrêtée, à condition d'étendre hors de Bordeaux le système des collecteurs. Et cela fut fait pour le plus grand bien de l'agglomération, grâce à une entente intercommunale. Cette avenue Léon Blum n'est pas bordelaise, mais appartient au Bouscat. Et ces travaux d'assainissement conçus à l'échelle de l'agglomération sont une grande victoire. Ils concrétisent la solidarité des habitants de la région. Dorénavant, tous ces travaux d'intérêt général seront étudiés et conduits par ce syndicat. Mais revenons à la fameuse cuvette de Luz, dorénavant protégée des eaux provenant du sud et du sud-ouest. Il reste, et c'est l'essentiel, ce qui vient de l'ouest par le Limancet, 4 mètres cubes secondes en temps de crue. Le
Le Limancey s'épanouissait jadis dans les marais qui se déversaient eux-mêmes dans la Garonne. Mais quand les orages n'avaient pas choisi pour éclater l'heure des marées basses, leurs eaux, collectées en grande partie par le Limancey, ne pouvaient s'écouler dans le fleuve. Risque léger hier avec les Cressonnières et les Jardins, inacceptable aujourd'hui où il cède la place à une grande cité. Le Limancey, franchissant toujours en ce point la barrière formée par le talus de la voie ferrée, rendait illusoire les défenses créées autour de la cuvette. À lui seul, il constituait un danger rédhibitoire. Il fallut reporter son cours au nord du talus et le diriger vers le fleuve par conduite forcée. Tous les dangers étaient cette fois conjurés. La ville avait conquis sur la nature un vaste espace admirablement situé où allait pouvoir se développer une magnifique cité. Sans attendre la fin des travaux d'assainissement, les parties les plus basses de la cuvette furent remblayées. 700 000 mètres cubes de matériaux ont été mis en place à ce jour. Suivant les points, l'épaisseur du remblai varie de 1 à 4 mètres. Plus récemment, 70 000 mètres cubes de terre arable furent enlevés et replacés dans les zones d'espace vert. Mais le problème essentiel était la libération de l'ensemble de l'espace à rénover. Dès 1947, la municipalité avait déjà acquis un vaste terrain. De nouvelles acquisitions permirent en 54, 55 et 56 de libérer la plus grande partie de l'ensemble. Les difficultés vinrent, bien entendu, avec la périphérie de la zone des marais qui était habitée. Là, il fallait résoudre les innombrables problèmes financiers, techniques ou humains nés de l'acquisition de 232 immeubles et du relogement des occupants. Quoi qu'il en soit, le chantier prit possession des premières parties du terrain remblayé en 1960. Le sol se hérissa de pieux, dessinant la forme des immeubles qu'ils allaient soutenir. Ceux-ci s'élevèrent à une allure record. La vie du chantier était rythmée par le bruit des sonnettes battant leurs pieux. Dès 1960, un premier ensemble de 195 logements fut mis en service. Mais en 1961, 5 nouveaux bâtiments représentant 672 logements furent habités. En 1962, 4 représentant 630 appartements. Au total, 1500 en 3 ans. Et cependant, le marais est encore là, à côté. La cité nouvelle en émerge. Blocs éclatants des derniers immeubles achevés, parois trouées des constructions en voie de formation, grues qui veillent, et toujours le rythme incessant des sonnettes battant les pieux. La vie a pris possession de certains points de la cité, mais paradoxalement, elle semble une invitée. Le chantier est encore proche. L'ensemble reste en gestation. On attend ce qui sort de terre et on a peine à le situer. En prenant l'avion, les choses apparaissent mieux, bien qu'on se sente encore au premier temps d'une naissance. Et voici le cours de Luz, où nous nous promenions tout à l'heure. Allons au-delà, du côté des Cressonnières. Masure et taudis ont disparu, laissant derrière eux épave et tristesse. À l'horizon, cependant, d'année en année, la cité élève ses cubes. Elle s'étend. Elle approche avant de recouvrir et de supprimer les derniers bas-fonds de Luz. Pendant les années 63 et 64, 7 nouveaux bâtiments, représentant plus de 1000 logements, ont été terminés. Si le chantier se sent encore partout, si les aménagements manquent encore, on peut cependant commencer à lire le plan d'ensemble avec, à son centre, ce vaste espace libre qui justifie son nom, la cité du Grand Parc.
Il faut une maquette cependant pour imaginer la cité terminée avec ses 3 groupes scolaires, son collège, sa salle des fêtes, sa crèche, son centre social, sa bibliothèque de prêt, sa maison des jeunes, son établissement municipal, son église, ses piscines. Ainsi, sur d'anciens bas-fonds à jamais condamnés, Bordeaux aura de toutes pièces créé une cité largement ouverte à la vie. Premier pas vers les grandes réalisations du quartier nord.